commencer, puis je passerai la parole à Christophe à peu près à la moitié de la présentation, pour vous faire un petit retour d'expérience belge sur un territoire, un petit territoire une centaine d'hectares que vous pourrez probablement retrouver si vous faites une recherche sous le nom de Arken. C'est le nom du captage sur lequel nous avons travaillé. Et donc, on est sur un bassin versant, principalement agricole, sur lequel nous avions une problématique nitrate. Ce captage est équipé de deux galeries. Et donc, vous voyez ici sur le premier schéma, les teneurs en nitrate qui étaient dans à la fois la galerie 3 et la galerie 6. Vous voyez qu'on a un pic de nitrate qui est de l'ordre de 70 mg par litre début des années 2000, avec une tendance à la hausse également pour la deuxième galerie, mais avec un pic un petit peu moins prononcé. Et donc, nous avons été contactés par le producteur d'eau. Et évidemment, ça nous intéressait de travailler sur ce captage pour plusieurs raisons, à la fois pour tâcher de trouver les raisons de cette augmentation, mais également pour tâcher d'évaluer les mesures qu'on allait mettre en place avec les agriculteurs et de mesurer directement leur effet, ou en tout cas le plus rapidement possible, parce que comme vous allez le voir, c'était une nappe qui est relativement superficielle. Alors, le bassin versant est complètement agricole, avec des cultures variées, parmi lesquelles on retrouve une grande partie de céréales, mais également des betteraves, du maïs, des pommes de terre, du lin et du pois, évidemment, qui a un impact non négligeable sur les APL que nous avons remarqués. Alors, le contexte hydrogéopédologique de la zone, on est sur une épaisseur de limon qui varie de 1 à 3 mètres d'épaisseur. Et sous ce limon, on a une épaisseur de sable qui varie de 5 à 10 mètres d'épaisseur, avec une nappe, comme je vous le disais, qui est relativement superficielle, puisque le niveau piézométrique est varié de 3 à 15 mètres de profondeur. Et donc, évidemment, sur un contexte comme celui-là, on avait donc forcément une activité agricole primordiale et l'espoir d'avoir en tout cas des résultats qui puissent se marquer relativement rapidement sur ce qui était fait en surface avec une nappe si peu profonde. Le contexte pluviométrique de la zone est relativement un contexte moyen par rapport à ce que nous rencontrons en Wallonie, donc de l'ordre de 800 mm de pluie répartis de manière assez classique sur l'ensemble de l'année, classique par rapport à la Wallonie évidemment. Et donc l'action que nous avons menée sur Arken, c'est décliné en deux étapes. Je vais vous présenter la première qui était l'étape pilote, et puis je passerai la parole à Christophe pour la deuxième étape. Et dans cette étape pilote, l'objectif c'était d'encadrer les agriculteurs et d'améliorer avec eux leurs pratiques dans le but de faire diminuer en tout cas la concentration en nitrate dans les deux galeries. Dans cette phase pilote, le partenaire, Université de Liège, Jean Blou, pardon, Agrobiotech, dont dépend Christophe, avait également plusieurs missions. Donc, à la fois le développement d'un outil d'aide à la décision qui allait chercher à valider, en tout cas, des modèles SWOT et FIFLO. Et puis alors, l'évaluation de notre plan d'action national qui s'appelle le programme de gestion durable de l'azote. La deuxième partie que Christophe vous présentera, c'est l'observatoire qui est mené depuis 2010, une fois que l'encadrement agricole a été arrêté. L'objectif était de voir comment allaient évoluer les pratiques des agriculteurs et comment allait aussi forcément évoluer la qualité de l'eau. Donc, dans cette phase pilote, l'objectif, c'était vraiment de faire de l'encadrement agricole. Donc, on y a évidemment fait du conseil de fertilisation,
basé sur un bilan azoté et sur des reliquats en sortie d'hiver, de manière à ce que chaque agriculteur bénéficie, en fonction de la culture qu'il avait mise en place, des conseils de fertilisation raisonnés. On a également fait un gros travail sur la gestion des engrais de ferme. Alors, on était vraiment au début du projet, dans les premières années du programme de gestion durable de l'azote. Il faut quand même rappeler que par rapport au programme français, on a démarré en Wallonie avec 6-7 années de retard par rapport à ce que vous avez réalisé déjà en France à cette époque. Donc, un gros travail sur les quantités de matière organique qui étaient épandues dans les exploitations agricoles, j'aurai l'occasion d'y revenir. Des mesures de teneur dans les engrais de ferme, de manière à mieux connaître ce qui était réellement appliqué et donc de manière à pouvoir faire un conseil de fertilisation correct. Et un respect des périodes d'épandage qui collait avec la réglementation relativement nouvelle donc à cette époque. Un travail indispensable sur la gestion des intercultures, puisque c'est, en tout cas pour nous, un des outils les plus efficaces pour la gestion des APL, donc azote potentiellement lessivable, donc l'équivalent des reliquats d'entrée hiver, que nous avons comparé aux APL de référence. Donc les APL de référence sont des mesures qui sont obtenues dans des fermes qui sont donc une quarantaine de fermes qui sont suivies par des partenaires scientifiques. Et les références obtenues chez les agriculteurs sont comparées à ces références obtenues dans les différentes fermes. Et comme je vous le disais, donc le respect du taux de liaison sol. Alors un petit mot d'explication sur le taux de liaison sol, parce que je pense que vous n'avez pas l'information en France. Le taux de liaison sol, c'est un calcul qui est réalisé pour toutes les exploitations agricoles. Et donc, ce taux de liaison sol permet de limiter chaque exploitation dans les matières organiques qu'il va pouvoir utiliser sur son exploitation. Donc, en fait, en fonction des superficies dont l'agriculteur dispose, on lui calcule également, donc l'administration calcule chaque année les quantités de matière organique dont il va pouvoir disposer sur son exploitation. Alors, à la fois celles dont il dispose de par son cheptel, mais en même temps celles qu'il pourra importer, tout en gardant un taux de liaison au sol qui est inférieur à une valeur qui a été fixée en fonction des normes d'épandage sur chacune des parcelles de l'exploitation. Pendant cette phase pilote, on a également fait un gros travail de mise aux normes des infrastructures de stockage. C'est le début de la période vraiment des gros travaux en Wallonie par rapport à la mise aux normes des infrastructures de stockage, donc qui ont démarré aux alentours de 2005-2006. Et il y avait plusieurs exploitations sur la zone d'Arken qui ne disposaient pas d'infrastructures de stockage et donc avec des périodes d'épandage qui ne pouvaient pas être respectées puisque les capacités de stockage n'étaient pas présentes. Dans cette phase pilote, comme je le disais, nous avons mesuré l'azote potentiellement lessivable sur toutes les parcelles du bassin versant. Alors, sur culture, par couche de 30 cm, et donc une analyse par couche de 30 cm. 15 carottes réalisées par parcelle donc avant l'hiver et voilà, ici entre octobre et décembre. Et sur prairie, par contre, on n'est plus à 15 carottes, mais on est à 30 carottes pour tenir compte de la variabilité en prairie qui est plus grande qu'en culture. Chaque année, sur l'ensemble du bassin versant, était mesuré un APL moyen pondéré pour qualifier la pression, en tout cas pour essayer d'objectiver la pression à l'échelle du territoire. Et donc, sur chacune des parcelles, voilà comment se représentaient les résultats. Donc, on avait des résultats APL, soit qui étaient non conformes, donc c'est les parcelles qui sont colorées en rouge, soit les trois autres parcelles sont, par rapport aux références, les trois autres couleurs sont des valeurs qui sont conformes, mais soit limite, ça veut dire on est juste en dessous de la référence, soit ils sont satisfaisants, ça veut dire qu'ils sont un peu meilleurs, et bon, là, vraiment, on était sur des valeurs qui étaient relativement faibles.
Et donc, le suivi de ces valeurs APL annuellement a permis de voir en tout cas comment les APL pouvaient faire évoluer les teneurs en nitrate dans les deux galeries. Et donc, c'est ici que je passe la parole à Christophe, qui va me demander de passer les dias. Bonjour à tous, merci Dimitri. Donc moi je vais poursuivre sur la deuxième phase, la phase observatoire, qui est donc menée depuis 2010. Clic. Alors, comme l'expliquait Dimitri en début d'exposé, en fait, cette phase, elle a débuté suite à la fin de l'encadrement qui a été prodigué par Protecto aux agriculteurs, prodigué de manière assez proactive. Et donc, un des objectifs de cette phase observatoire était de voir un petit peu comment les outils de pilotage qui avaient été transmis aux agriculteurs par Protecto, comment ces outils allaient pouvoir être utilisés de manière autonome par les agriculteurs et avec quelle efficacité ils allaient être utilisés. Clic. Second objectif, c'est de suivre l'évolution de la qualité de l'eau. L'eau n'était pas située à une grande profondeur et donc on avait bon espoir quand même de voir des modifications dans cette qualité de l'eau dans les années qui suivent. Clic. Et ce suivi de qualité de l'eau se mesurait donc régulièrement et au travers des échantillonnages d'eau, en fait, c'était aussi une possibilité pour nous de suivre ce qui se passait un petit peu sur le territoire, étant donné que depuis 2010, nous n'avons plus de contact avec les agriculteurs. C'était bien l'objectif de ne pas les contacter de manière proactive. Mais néanmoins, lors de ces échantillonnages d'eau, nous pouvions toujours voir un petit peu les activités qui se menaient sur le terrain. On parle ici d'épandage de matière organique, de date de Smith-Sipan. Ces informations étaient évidemment intéressantes pour pouvoir évaluer les résultats de mesures d'analyse de sol qui sont effectuées en automne. Clic. Et donc, chaque année, sur tout le parcellaire du bassin versant, nous avons mesuré les résultats, les reliquats en entrée d'hiver, comme le disait Dimitri tout à l'heure, généralement dans le courant du mois de novembre. Clic. Alors, je vais faire ici une présentation en deux étapes. On a une partie du territoire qui est l'exutoire de la galerie 3, et puis donc sur la gauche, et puis plus tard, vous verrez l'autre partie de l'exutoire sur la galerie 6 qui sera située sur la droite. Le graphique que je présente montre à la fois l'évolution de la qualité de l'eau, ici en trait continu noir. Et donc on voit ce qui a été présenté au début de l'exposé, une augmentation de la concentration en nitrate jusque 2005. Clic. Et à partir de 2005, on va mesurer le reliquat azoté dans toutes les parcelles. Ce sont les traits pointillés gris que vous voyez ici, avec des valeurs qui vont clairement en dents de scie, et des valeurs qui peuvent parfois atteindre à l'échelle de toute la zone occupée ou en tout cas alimentée qui alimente la galerie 3, des valeurs de reliquat azoté qui se situent entre 80 kg et au plus bas, on est à peut-être 25 kg selon les années. Donc le constat est assez heureux pour la partie qui alimente la galerie 3, c'est qu'au bout de quelques années, on passe d'une concentration en nitrate de l'ordre de 60 mg par litre et on est aujourd'hui à une concentration en nitrate de l'ordre de 35 mg par litre. Clic. Sur la partie qui alimente la galerie G6, on était sur des concentrations dans l'eau relativement importantes, puisque un peu après 2000, on avait une concentration supérieure à 70 mg par litre. Clic. Et le suivi des reliquats azotés dans le sol ainsi que de la concentration en nitrate nous amène à voir le graphique suivant, où on voit une diminution de la concentration en nitrate qui reste encore malheureusement aujourd'hui supérieure à la norme de potabilité, et en parallèle des niveaux d'APL qui sont relativement importants.
Je trace ici une ligne rouge. On voit clairement ou visuellement à l'écran que lorsque sur la partie gauche du bassin versant, donc la galerie G3, on a régulièrement des niveaux moyens de reliquat azoté inférieurs à 50 mg par litre, eh bien, ça nous permet de revenir à une eau qui est relativement de bonne qualité. À l'inverse, sur la partie qui alimente la galerie G6, le niveau de reliquat azoté s'en trouve plus important et la concentration en nitrate reste malheureusement supérieure à 50 mg par litre. Clic. J'en profite, il reste quelques minutes, 2 à 3 minutes. Il me reste peu à dire. Donc on voit bien, c'est l'image qui a été présentée tout à l'heure par Dimitri, que sur la partie droite du bassin versant, donc la G6, on a des couleurs de parcelles qui représentent des non-conformités ou des niveaux limites un peu plus importants que ce qu'on peut observer sur la partie ouest du bassin versant. Ça, c'est sur une année donnée, mais c'est généralement ce qu'on observe au cours des années. Clic. Alors, quels sont les facteurs explicatifs de ces différences, puisqu'on voit quand même des différences interannuelles relativement importantes. Alors, soit on est sur un bassin versant de petite taille, et donc il y a un effet culture. On a certaines années où on a des cultures qui sont plutôt avec des niveaux d'APL bas, qui emblavent tout le parcellaire, alors que d'autres années, on est plutôt sur des niveaux de culture élevés. Il peut y avoir aussi un effet du climat. J'illustre ici les seuils de non-conformité que nous observons pour de mémoire céréales suivies de CIPAN, où certaines années, on peut avoir des niveaux qui sont relativement bas, de l'ordre de 30 à 40 kg pour déceler une non-conformité, et d'autres années, comme 2022, où on a des niveaux relativement élevés d'APL et donc des seuils de non-conformité qui sont beaucoup plus élevés. Clic. Et enfin, ne pas oublier que le dernier facteur explicatif sont aussi les pratiques agricoles. Et force nous a été de constater que les agriculteurs, plutôt sur la partie gauche du bassin versant, étaient très respectueux des dates d'épandage, des semis de CIPAN, alors que sur la partie droite du bassin versant, on a eu malheureusement l'occasion d'observer quelques dérapages qui ont conduit à des niveaux de reliquat azoté relativement importants. Clic. Alors, ceci termine tout doucement notre exposé. Quelques conclusions. D'une part, on a eu le plaisir de constater que l'encadrement à l'échelle du territoire a permis d'améliorer la qualité de l'eau, puisque ça a été globalement le cas. Clic. Les outils de pilotage restent quand même relativement utilisés après la période de pilote, surtout à l'ouest du bassin versant. Et les mesures de reliquat azoté ont permis de quantifier la pression nitrate. Et donc, à ce titre, elles sont un très bon indicateur du devenir de la qualité de l'eau. Je pense que je suis au bout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, Jérôme Ratierson nous a rejoint de nouveau, donc Oui, on va pouvoir vous écouter maintenant. À vous la parole. Merci. Je reprends mon propos alors. Je crois que c'était coupé dès le début, donc au moins. Est-ce que c'est bon là? Parfait. Oui, c'est parfait. Donc, oui, je vais parler un petit peu de l'historique de la gestion des relais par objectif en termes de politique publique de lutte contre les pollutions diffuses agricoles, en particulier sur les nitrates, et l'utilisation des outils reliquats en crédit vert. Donc, pour faire rapide, un bref historique, juste pour vous préciser que les premières réflexions sur la pollution par les nitrates viennent quand même du niveau européen avec la directive nitrate de 91, hein, avec pour objectif premier, cette directive nitrate, c'était la définition de moyens à mettre en œuvre par les États membres pour lutter contre cette pollution nitrate d'origine agricole sur des territoires particuliers qui étaient les zones vulnérables. Donc, on est bien sur un objectif de moyens avec l'établissement d'un code de bonnes pratiques agricoles qui l'on considère étant les plus à même de répondre aux enjeux de pollution par les nitrates des milieux aquatiques. Alors, la place des reliquats dans cette politique, elle était assez réduite, hein. Elle était à la fois citée
dans la partie couverture des sols à l'hiver, notamment pour le piégeage de l'azote du sol, et dans la partie équilibre de la fertilisation en tant qu'estimation de l'azote apporté par les sols pour favoriser cet équilibre de la fertilisation. Alors, en France, cette politique a été mise en œuvre notamment à travers les opérations Fertilieu, qui à la fois faisaient la suite du programme de relance agronomique de 1983 et permettait aussi de répondre de manière volontaire à cette directive européenne nitrate, avec pour objectif de concilier les performances économiques et lutte contre la pollution par les nitrates, et éviter également une taxe nitrate qui était dans les tuyaux à l'époque en 1992, notamment portée par le Brice Lalonde. Donc tous ces éléments-là ont permis un petit peu de passer d'une notion de contrainte à une notion de volontariat à travers un certain nombre d'expérimentations conduites au niveau national, donc basées principalement sur l'accompagnement technique et scientifique. Donc je vous cite quelques exemples de résultats qui sont issus de l'opération Fertilieu de la Vallée d'Avre, qui était portée par la Chambre d'agriculture de l'Eure, dans lequel, effectivement, l'utilisation de reliquats, entrée-hiver, mais pas seulement, vous voyez qu'on a fait des reliquats un peu à tout moment, à ce moment-là, a permis un petit peu d'évaluer l'implantation de couverts d'interculture. C'est-à-dire qu'on utilisait les reliquats comme un outil de thermomètre, un petit peu pour essayer de comprendre le niveau de pression qui existait dans les sols en termes de nitrate et d'évaluer l'impact de telle ou telle pratique agronomique que l'on pouvait mettre en œuvre à travers les bonnes pratiques. Donc, on était avant tout sur une approche agriculteur à la parcelle et on n'était pas du tout sur une approche territoriale à ce moment-là. Ce n'est qu'à partir de l'année 2002 qu'on commence à poindre la notion de territoire, puisque l'ensemble de ces opérations Fertibio ont permis l'établissement d'un guide établi au niveau du comifère, donc en 2002 avec un certain nombre de participants. Donc, je suis sûr qu'on en retrouve aujourd'hui autour de ce webinaire. L'intérêt de ce guide, c'est de faire une synthèse des connaissances acquises et de définir un peu 4 grands items qui sont encore aujourd'hui, pour moi, utiles en termes d'approche territoriale de lutte contre les nitrates. Alors, le premier qui est essentiel, c'est de formaliser un lien entre reliquat entrée-hiver et qualité de l'eau percolée, lixiviée au niveau des sols. C'est extrêmement important parce que jusqu'à maintenant, ce lien de causalité n'était pas vraiment formalisé. Là, en l'occurrence, à travers un certain nombre de descriptifs d'équations, on a pu vraiment établir le lien entre un reliquat début de drainage ou entrée-hiver et une concentration sous-racinaire en fonction de considérations relatives au type de sol ou à la lame drainante. La deuxième utilité de cette synthèse, ça a été d'avoir pour la première fois une approche territorialisée, c'est-à-dire constater que sur un territoire donné, toutes les situations ne se valaient pas. Et donc, il y avait des situations plus ou moins qui ont présenté des risques plus ou moins forts vis-à-vis de lessivage des nitrates, d'où l'utilité de réalisation d'un diagnostic des situations rencontrées. Là aussi, c'est nouveau, puisque jusqu'à maintenant, la directive nitrate ne parlait de mesures généralistes à l'échelle souvent d'une région ou d'un département de mise en œuvre. Donc, on n'était pas encore sur un diagnostic plus poussé à l'échelle d'un plus faible territoire des situations à risque. Enfin, l'intérêt de cette synthèse était aussi de définir des actions qui étaient hiérarchisées en fonction de l'importance du risque. Donc, l'établissement d'un programme d'action adapté à chaque territoire. Puisque les situations à risque étant différentes d'un territoire à un autre, les mesures ne peuvent être imaginées de la même façon. Là aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier. J'étais encore en réunion directive nitrate ce matin, et c'est vrai qu'avec les approches ou départementales ou régionales, on est toujours sur des mesures généralistes de mise en œuvre de moyens. Pour autant, pour être efficace en termes de politique publique de lutte contre les nitrates, la notion de territoire et de priorité d'action est forcément indispensable pour ne pas, entre guillemets, développer des actions qui tombent à côté. Enfin, corollaire de cette priorisation et de cette diagnostic, c'est la mise en place d'une appréciation du risque plus adaptée au territoire, ce que permettait de donner cette synthèse via une sorte de guide pratique de mise en œuvre d'un suivi de parcelles de référence à l'échelle d'un territoire. Là, c'est intéressant dans la mesure où ça nous a permis pour la première fois d'avoir un guide sur combien de reliquats faire sur un territoire, quel type de reliquats mesurer. Et donc, pouvoir déployer une notion de suivi d'une pression sur un territoire et de rendre compte de l'évolution de cette pression sur un territoire.
Alors, c'est extrêmement important, ces éléments-là, puisqu'à compter de l'année 2000, la directive cadre sur l'eau est arrivée, qui a changé complètement l'appréciation des choses au niveau européen, puisqu'on est passé d'une directive de moyens, ce qui était la directive nitrate, à une directive par objectif. L'objectif étant, en 2015, le bon état des masses d'eau, qui a été défini après de façon plus précise dans diverses directives filles, en termes de concentration en nitrate dans les eaux, bien sûr, mais aussi en termes de territoires sur lesquels les résultats devaient être atteints en priorité, et notamment les zones protégées AEP, ce qui s'est traduit ici en France sur les aires d'alimentation de captage. Et donc, à la fois, cette directive définit pour la puissance publique l'obligation d'atteindre ces objectifs de qualité d'eau en 2015, et puis avec différents reports de délai possibles tous les 6 ans, mais également de limiter la pression, donc limiter quelque part la pression nitrate qui s'exerce sur ces milieux pour atteindre ces objectifs. Donc, toute la question est de savoir quelle est la notion de pression que l'on souhaite limiter. Est-ce que c'est juste des apports d'engrais, par exemple, ou est-ce que c'est, par exemple, le travail qui est fait sur les reliquats entre hivers et donc la pression au sol d'azote que l'on peut avoir sur un territoire donné? Donc, ces éléments-là nous ont permis, nous, au niveau agence de l'eau, de vraiment, pour répondre aux enjeux de cette directive nitrate, ça nous a obligé à travailler un peu plus le lien de causalité entre une pression et un impact, notamment pour bien comprendre le passé. En l'occurrence, la question était de savoir si les concentrations de nitrate dans les eaux souterraines d'aujourd'hui correspondaient à des pratiques d'aujourd'hui ou d'hier ou d'avant-hier. Pour le coup, un certain nombre de suivis d'études ont été lancés. Je prends l'exemple de l'étude du BRGM qui a été faite en Haute-Normandie, sur lesquelles on a fait, donc sur une parcelle, là, en l'occurrence de Seine-Maritime, une parcelle agricole. On a fait un carottage de la surface du sol jusqu'à la nappe, tous les mètres, donc un carottage sur 50 mètres. On a mesuré à peu près tous les mètres la concentration en nitrate qu'il y avait dans les différentes carottes. On l'a fait en 1990, c'est la courbe bleue, et on l'a refait en 2008. Donc, c'est la courbe marron. Et la confrontation des deux courbes nous permet de voir un petit peu, en faisant coïncider les pics et les creux en termes de nitrate, d'évaluer la descente en termes de nitrate qui existe entre ces deux périodes. Et donc, d'estimer la vitesse de transfert. Ce qui nous a permis d'établir, par exemple, une vitesse moyenne de transfert de 1,5 m par an dans la craie de Normandie. Donc, de pouvoir dater quelque part une concentration en nitrate mesurée à un instant T sur un captage. Dès lors qu'on a fait cet établissement-là, on a essayé de travailler aussi sur le lien avec les pratiques agricoles. Par le biais de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime, on avait identifié l'ensemble des pratiques qu'on avait agricoles sur cette parcelle-là depuis les années 70. Et à travers un calcul, une petite modélisation agronomique, essayer de retrouver les concentrations sous-racinaires émises par la parcelle en fonction des différents types de pratiques, en termes de fertilisation, de rendement, de reliquats azotés. Et vous voyez, c'est la courbe verte qui se superpose avec la courbe bleue. On a pu retracer un petit peu les concentrations en nitrate mesurées dans la carotte avec des pratiques et des évaluations de risques estimées agricoles. Et donc vraiment faire ce lien entre une pression, une action agricole, une pression et un impact sur la ressource en eau. L'intérêt derrière, c'est de travailler sur le futur, parce que là, c'était pour comprendre le passé. Prévenir le futur, c'est voir quel type d'action serait-il souhaitable de mettre en œuvre sur un territoire donné pour limiter l'impact des pratiques agricoles en termes de fertilisation et en termes d'émissions d'azote, et pour retrouver une eau de qualité en termes de nitrate. C'est l'exemple, par exemple, du Tremblay-Aubonville, porté par le syndicat d'eau du SAPN dans l'Eure, avec une modélisation hydrogéologique qui a été engagée dans les années 2010, qui à la fois permet de faire un point sur les qualités passées, ce que vous avez à gauche, et puis de se projeter sur l'avenir en regardant différentes modifications d'usage des sols, soit une remise en herbe d'un certain nombre de portions du territoire. Et vous voyez que les effets ne sont visibles que 30 années à peu près après la mise en œuvre exacte de ces mesures, soit par une baisse du reliquat entre-hiver moyen que l'on peut constater sur l'AAC. À l'époque, on n'en faisait pas, mais on s'est dit justement que si on voulait atteindre des objectifs à une échéance donnée, en l'occurrence autour de 2040, il fallait, sur ce territoire-là, avoir un reliquat entre-hiver maximal de 60 unités d'azote sur l'ensemble de l'AAC.
Et donc, pour la première fois, vraiment formaliser un objectif de territoire en termes de reliquat entrée-hiver à atteindre compte tenu des pratiques agricoles, compte tenu de l'occupation des sols, pour respecter un objectif de qualité d'eau en d'eau souterraine. Ce qui derrière a permis l'établissement d'un tableau de bord que je ne vais pas détailler là puisque Claudine va en parler plus largement au moment de son intervention, mais qui a permis en termes de politique publique de rendre compte d'une action faite par la collectivité sur l'efficacité des mesures qu'elle souhaite mettre en place à travers un lien entre qualité d'eau, reliquat entrée-hiver mesuré sur les sols, et également par la mise en place d'un PSE, d'un paiement pour service environnemental, sur la base de l'atteinte ou non de ce reliquat cible. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Donc, on a l'établissement d'un tableau de bord pour un ensemble de territoires bac à enjeu nitrate, avec notamment ce lien entre reliquat entrée-hiver, objectif et qualité d'eau. Aujourd'hui, on doit travailler sur l'identification des leviers les plus appropriés pour chacune des territoires et pour chaque situation rencontrée. Donc, c'est une notion de stratégie de protection de la ressource. Hein. Tous les territoires ne se ressemblent pas et les stratégies peuvent être diverses pour réduire le lessivage des nitrates sur les bacs. En l'occurrence, on a besoin d'avoir un travail aussi en pluriannualité, puisque, ça a été dit par mon prédécesseur de Belgique, les effets climat sont importants et en plus, avec la rotation des cultures, toutes les situations sur une parcelle donnée peuvent être exposées parfois à des risques forts, tantôt à des risques faibles. Donc l'idée, c'est d'identifier, comme vous l'avez ici, des systèmes de culture dans lesquels, en moyenne, ici c'est le cas, vous avez l'émission à la rotation d'un reliquat entrée-hiver de 59 unités d'azote à l'hectare, donc par exemple inférieur aux 60 que je vous citais tout à l'heure, pour autant avec des situations bien connues de risques plus importants. Par exemple, un blé de lin qui émet 111 unités d'azote en entrée-hiver après lin, textile, mais qui est compensé par d'autres pratiques et d'autres méthodes agronomiques qui permettent de limiter en moyenne le reliquat entrée-hiver. Donc là, l'idée de travail avec les collectivités, les animateurs de territoire qui travaillent auprès des agriculteurs, c'est d'identifier les leviers mis en place par les agriculteurs, les repérages d'innovation de terrain, hein, pour assurer l'atteinte des objectifs définis au niveau du territoire, les identifier et les transmettre et les favoriser leur adoption pour toutes les situations, toutes les exploitations agricoles ou toutes les parcelles qui, eux, ne seraient pas dans le respect de ces objectifs de territoire. Donc, c'est tout un travail qui reste à mener en termes d'outils, de méthodes de concertation, d'identification, de communication, de sensibilisation, pour transmettre ces leviers au plus grand nombre sur un territoire déterminé, sachant que chaque territoire va faire l'objet de différents leviers, des différents repérages qui peuvent, selon les situations pédologiques et de pluie, suffire ou ne pas suffire selon les territoires. J'ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérôme. Et la dernière intervention de ce webinaire maintenant est celle de Claudine Ferranet du Centre de ressources captage. Bonjour. Je rattrape. Parle bien dans le micro. Bonjour à toutes. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je rattrape mon diaporama. Est-ce que vous le voyez en plein écran là? Oui, parfait. Ok. Oui, donc je travaille dans le cadre du Centre de ressources captage, qui est un dispositif financé et piloté par l'OFB et qui fait l'objet d'une convention entre INRAE, AgroParisTech et OFB. Et je vais vous parler, suite aux deux présentations précédentes, de comment on peut accompagner les agriculteurs d'une aire d'alimentation de captage d'eau potable vers de faibles pertes d'azote sous les champs et en quoi l'approche territoriale est importante. Donc, pour la qualité, et je m'appuie pour ça sur, excusez-moi, sur la démarche de gestion dynamique du projet d'une AAC, donc mise au point par Raymond Rowe, Lorraine Pro, Laurette Paravano et moi-même, sur 3 AAC, et qui est maintenant déployée sur plusieurs dizaines d'AAC en France. Donc, pour la qualité de l'eau potable, l'approche territoriale, l'approche territoire est primordiale. Donc,
une aire d'alimentation de captage correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre au ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Alors, c'est une définition qui a été réglementée et mise dans le Code de l'environnement, donc c'est un territoire. Et sur la gauche, vous avez un petit schéma, donc le territoire qui est présenté, c'est l'ensemble de l'AAC, avec un pourtour marron, voilà, et à l'intérieur desquels sont définis différents périmètres de protection, donc immédiat, rapproché, éloigné, mais pour protéger et restaurer l'eau potable, on travaille bien à l'échelle de l'aire d'alimentation de captage dans son entier. Rapidement, la démarche de gestion dynamique s'appuie sur tout d'abord un diagnostic initial qui est réalisé à l'échelle de chaque territoire et qui aboutit à une grille de risque. Jérôme vous en a présenté une ou deux. Et ensuite, l'idée, c'est de co-construire un projet local avec l'ensemble des acteurs du territoire. On va avoir ensuite la mise en œuvre de ce projet par l'animation et la mise en œuvre des pratiques agricoles également. Dans une seconde phase, on va avoir l'observation conjointe des résultats obtenus dans les champs et dans l'eau chaque année, avec ensuite une analyse annuelle de ce qui a été obtenu en comparaison à ce qui était attendu sur le territoire pour que le comité de pilotage puisse prendre des décisions stratégiques et réorienter le projet si nécessaire, avec un outil qui nous semble central, c'est le tableau de bord que je vais vous présenter. Donc l'idée générale, c'est de mettre en avant l'ambition d'obtenir une eau de qualité au captage et de remonter de ce résultat jusqu'aux pratiques agricoles qui vont permettre de l'atteindre, et ensuite d'accompagner les agriculteurs et les acteurs locaux dans le temps, selon une gestion adaptative, c'est-à-dire qui évolue dans le temps de façon dynamique. En effet, quand on travaille sur la restauration de l'eau, et en particulier de l'eau potable, on sait qu'on part sur du moyen terme, parce qu'il y a tout d'abord le temps de sensibilisation des agriculteurs, éventuellement un temps de changement de pratique des agriculteurs, le temps de transfert de l'eau du sous-racinaire jusqu'à la nappe. Et donc, on part sur du temps long, mais pour autant et pour être efficace, il faut vérifier année après année si on obtient des résultats qui nous permettent d'espérer à terme la qualité de l'eau souhaitée. Alors, les questions que l'on propose pour construire le projet initial et pour surtout co-construire avec l'ensemble des acteurs ce projet. La première, c'est quelle qualité de l'eau au captage voulons-nous? Et c'est en particulier une réflexion à mener par les élus des collectivités. On va en déduire, et Jérôme l'a présenté, quelle perte en azote ne pas dépasser sous les champs, quelle quantité d'azote à ne pas dépasser dans les champs au début du drainage vernal. Et à partir de là, on va amener les agriculteurs à réfléchir sur quelles sont les pratiques agricoles déterminantes pour que cette quantité d'azote ne soit pas dépassée et quelles pratiques prometteuses on souhaite privilégier sur ce territoire qui est le nôtre. Et ceci sans chercher à généraliser un modèle unique. Ce qui est important, c'est le résultat, c'est-à-dire finalement les quantités d'azote à ne pas dépasser dans les champs, le RDD, le REH ou l'APL, suivant comment on l'appelle, mais moins les moyens mis en œuvre pour l'obtenir. Je ne vais pas revenir sur les deux dernières questions puisque Laurette Paravano les avait largement présentées lors de son intervention de janvier. Et puis je ne vais pas non plus revenir trop sur comment on passe d'une qualité de l'eau, d'une concentration au captage sous une AAC à un RDD, un RDD maximum à ne pas dépasser sous les parcelles. Jérôme l'a suffisamment présenté également. Ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, à partir des réponses à ces questions, on va pouvoir construire
un projet local dont on voit véritablement l'intérêt, puisqu'il relie l'objectif de concentration de l'eau en nitrate à terme au captage, le RDD des champs, les objectifs en termes d'état des cultures et des couverts des champs et les pratiques à mettre en œuvre. Et du coup, quand on est en concertation, en co-construction, ce projet, c'est véritablement le résultat d'un dialogue local, constructif et pragmatique de tous les acteurs et partenaires locaux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Edith Fouché de la Chambre d'agriculture de Lyon. À partir de ce projet local, on va construire ce qu'on a appelé un tableau de bord en rajoutant une ou deux variables par enjeu objectif et en définissant des seuils par variable avec un seuil qui détermine la fenêtre où c'est satisfaisant, un deuxième seuil où on est carrément insatisfait du résultat et un seuil intermédiaire. Ça va nous permettre d'observer année après année les résultats à l'échelle du territoire, à l'échelle de l'aire d'alimentation de captage. Et on s'est appuyé là-dessus sur les travaux de Philippe Girardin, INRAE. Et vous avez en bas à droite une petite brochure pour si vous souhaitez aller plus loin sur cette démarche. Alors, on a dit que ce tableau de bord qui est édité annuellement, c'est un outil au service donc, du comité de pilotage et également des agriculteurs, puisqu'il permet de regarder collectivement les résultats obtenus à l'échelle du territoire, à l'échelle de l'AAC, les actions mises en œuvre, les résultats obtenus dans les champs et sur la qualité de l'eau. Il va permettre également donc d'échanger et de comprendre où se situent les problèmes sur des bases techniques et agronomiques, pour créer et faire vivre un dialogue local ancré sur la réalité du terrain et non sur des postures plus ou moins institutionnelles ou dogmatiques. Et enfin, il va permettre d'instaurer une relation de confiance. Donc, chaque année, on compare ce que l'on obtient à ce que l'on attendait, on repère les points faibles et le comité de pilotage réoriente les actions si besoin afin de garantir à terme la réussite du projet. Quelques exemples donc de tableaux de bord. Donc on a à gauche celui de Sommevel dans l'Eure et à droite, à gauche celui du Tremblay-Aumonville dans l'Eure et à droite celui de Sommevel dans la Marne. Donc vous ne voyez pas les détails, mais ce n'est pas très important. En haut, on a la concentration en nitrate, on a ensuite le RDD et puis les indicateurs qui ont été choisis pour observer les résultats dans les champs. Et ce que ça permet, c'est d'échanger entre élus qui parlent plutôt concentration en nitrate, entre agriculteurs qui parlent plutôt RDD. Et on voit très rapidement sur ces deux tableaux de bord si on a atteint les résultats et au-delà de là, où sont les problèmes déterminants. Donc en particulier, vous voyez à droite les branches du tableau rouge où en fait c'est sur ces thèmes-là qu'il va falloir insister sur l'animation et la sensibilisation des agriculteurs. Alors, quelques exemples de dynamique engendrée par cette gestion dynamique. Laurette Paravano, en janvier dernier, vous avez présenté des ateliers éleveurs qui avaient été mis en place suite à un constat de moins bon reliquat chez les éleveurs. On peut en citer d'autres. Face à un constat où peu de parcelles où les repousses de colza ont été favorisées, donc l'équipe d'animation avait décidé de renvoyer 2 messages spécifiques aux agriculteurs en juillet et fin août, face à un constat de repousses de colza détruites précocement. Il avait été décidé sur une autre AAC de mettre en place des démonstrations de destruction des couverts, ce qui a contribué à franchir un cap technique parce qu'un certain nombre d'agriculteurs avaient peur de ne pas pouvoir détruire
et enfouir ces couverts. Un troisième exemple, face à un constat de difficulté à envisager l'implantation de cultures de printemps du fait des dégâts de corbeaux, il avait été organisé sur une troisième AAC des campagnes d'effarouchement de corbeaux en lien avec la fédé de chasse et les services départementaux. Donc, une gestion véritablement dynamique. Alors là, je vous ai parlé d'actions et de résultats à l'échelle de l'AAC, à l'échelle du territoire. Mais bien sûr, ces indicateurs à cette échelle-là sont calculés à partir de mesures, de simulations ou d'observations réalisées sur un échantillon judicieusement choisi de parcelles de l'AAC. Et c'est à partir de ça que l'on va calculer les résultats et les qualifier par rapport aux résultats qui sont attendus. Et là aussi, dans une approche de gestion dynamique, il ne s'agit pas seulement d'observer, de mesurer ou de mobiliser, mais bien de mettre ces résultats au service en particulier des agriculteurs et des acteurs locaux, élus en particulier, pour qu'ils soient en mesure de prendre en charge finalement le débat sur la qualité de l'eau et les résultats des champs et de décider ensemble du destin de l'eau, de la qualité de l'eau sur leur territoire. Alors, là, on a vu comment les indicateurs étaient calculés à partir des parcelles, mais l'animation est également réalisée sur les parcelles des agriculteurs. Donc, on propose d'observer les résultats obtenus dans les champs, de les comparer avec bienveillance, bien sûr, aux résultats obtenus pour comprendre où se situent les problèmes, de façon à favoriser la mise en mouvement chez un agriculteur si l'obtenu est différent de l'attendu et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour tous si c'est prometteur. Jérôme vient de l'illustrer également. On propose deux moments clés avec les agriculteurs. Le premier, c'est en automne, le tour de l'AAC pour observer ensemble, entre agriculteurs en particulier, l'état des champs cultivés, en particulier l'état des couverts, et diagnostiquer finalement l'écart entre ce que l'on attend et ce que l'on a obtenu pour pronostiquer un risque de perte en azote et confronter le projet de l'agriculteur au projet collectif du territoire. Et ce diagnostic fait appel à de nouveaux critères d'évaluation, des connaissances différentes que celles qui étaient mobilisées jusqu'à présent quand on regardait essentiellement l'azote au printemps, et de nouveaux gestes de métier, puisqu'on n'est pas tant dans une posture de conseil que d'une posture d'animation et de discussion avec les agriculteurs. Donc voilà un exemple là où on est sur Brinon, dans l'Yonne, sur une parcelle de repousse de colza, où, à l'exception d'un croisement d'azote sur le devant, on a des repousses qui sont bien jaunes, donc bien carencées. En ce sens-là, elles sont belles par rapport à la qualité de l'eau. Et on peut penser qu'il y aura peu d'azote dans le sol quand on le mesurera en début du drainage. Un autre moment fort avec les agriculteurs. On arrive à la conclusion presque. Oui, d'accord, merci. C'est l'analyse des résultats à la parcelle où on mesure donc sur un certain nombre de parcelles l'azote qu'il y a dans le sol, le reliquat début drainage. On mesure également l'azote absorbé par les couverts automnaux et on les présente aux agriculteurs par précédent. Donc là, une barre est égale à une parcelle et on parle avec chaque agriculteur de ces parcelles au milieu de la plaine et en comparaison avec le seuil de reliquat à ne pas dépasser. Et on cherche à voir avec lui qu'est-ce qui peut expliquer le résultat qu'il a atteint cette année et s'il est au-dessus du seuil qui permet d'espérer de l'eau propre, entre guillemets, qu'est-ce qu'on pourrait faire l'année prochaine pour passer en dessous du seuil. Alors, en conclusion,
accompagner les agriculteurs d'un territoire et d'une AAC vers de faibles pertes d'azote sous les champs, ça nécessite quelques précautions, en particulier puisqu'il s'agit d'eau potable. Un gestionnaire de l'eau qui affirme clairement sa volonté d'avoir une eau de qualité et en étant exigeant vis-à-vis de ceux qui l'influencent, et des élus convaincus et impliqués dans le pilotage de la démarche. Ceci va permettre de mettre en place ce qu'on appelle une tension féconde qui va favoriser la prise de conscience et le changement, en particulier chez les agriculteurs. Des agriculteurs locaux considérés comme des acteurs et des décideurs du territoire et à qui on va fournir les éléments pour prendre en charge le débat sur les résultats obtenus. Un projet local co-construit axé surtout sur la qualité de l'eau et avec une logique du résultat plutôt qu'une seule logique de moyens. Une analyse annuelle, et c'est essentiel, des résultats obtenus par rapport à ceux attendus et une réorientation du projet, si besoin, et un animateur ou une animatrice impliquée, compétente et surtout qui agit et réagit en fonction des réactions des acteurs, bien sûr, mais toujours avec l'objectif d'améliorer la qualité de l'eau. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, on a quelques questions dans le chat qui sont pour la plupart déjà répondues par les intervenants, notamment la toute dernière, posée par Jean-Marie, qui portait sur la cartographie des parcelles qui peuvent être considérées comme plus à risque par rapport à d'autres, sur lesquelles on pourrait porter des efforts en particulier dans un territoire, et qui, je pense, pourrait s'adresser également à Claudine ou à tous, qui s'adressait initialement à Jérôme, mais je pense que ça peut faire partie des questions qui se posent à tous. Peut-être pour compléter cette question, on a peu vu dans vos exposés de cartographie de parcelles à risque. Est-ce que ça serait intéressant d'en faire? Alors, je vais répondre pour l'expérience belge. On a eu l'occasion de réaliser, il y a déjà quelques années de cela, une expérimentation où on contaminait le sol en nitrate très largement sur une petite portion après un semis de blé d'hiver. Des parcelles qui étaient situées à quelques kilomètres les unes des autres et qui avaient un profil pédo un peu différent. Donc d'un côté, un limon bien limoneux, si je puis dire, et puis un limon plutôt argileux, et puis un limon plutôt sableux. On était à cette époque-là dans un climat, comme expliqué tout à l'heure, avec une pluviométrie relativement constante au cours de l'hiver. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a quand même une cinétique de lixiviation qui est assez différente dans les mois qui suivent. On a échantillonné les parcelles de mémoire tous les 15 jours, 3 semaines, jusqu'à 1,50 m de profondeur. Clairement, dans les sols plutôt sablo-limoneux, au bout de 2 mois, l'azote qu'on avait mis en surface, il avait disparu et donc il était sous le 1,50 m. Alors que sur les sols qui étaient plutôt limon argileux, fin d'hiver, on voyait encore l'effet de cet épandage d'azote, mais qui était situé à 1,20 m, 1,50 m. Alors, quelles conclusions en tirer sur la sensibilité des sols? Alors, lorsque la culture qui suit est une culture en enracinement profond, et c'était un peu le cas des blés d'hiver, mais ça peut être aussi le cas des betteraves, sur un sol qui est limoneux ou limono-argileux, il y a de bonnes chances que cet azote qui est lixivié au-delà de 90 cm puisse être valorisé par la culture qui suit. À l'inverse, si on est sur des cultures qui sont avec des enracinements moins profonds, je pense ici au maïs ou aux cultures de légumineuses, ou de certaines légumineuses ou de pommes de terre, c'est à peu près certain que l'azote qui est situé sous 90 cm ne sera pas valorisé. Donc, on produit effectivement, nous ici, des cartes de sensibilité du sol à la lixiviation. Et ce sont des cartes qui sont, je dirais, utilisables, mais pas à n'importe quel dessin.
vu ce que je viens d'exposer. Donc on est plutôt sur une réflexion sur des successions culturales, une réflexion sur l'intérêt d'avoir un niveau de reliquat azoté APL relativement faible dans certaines circonstances, mais pas du tout une utilisation pour, en tout cas, des fins de coercition, d'emblavement ou de succession culturelle. J'espère avoir porté quelques éléments de réflexion. Merci. Oui. Juste pour compléter, hein, il y a une notion de coût qui est aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que aujourd'hui, les considérations de classement de parcelles, on le fait sur les parcelles pour lesquelles on a des mesures, mais on est loin de mesurer l'intégralité des parcelles sur un territoire pour des raisons de coût et de mise en œuvre. Donc la difficulté, elle est là aussi, c'est que ça coûte de l'argent de suivre sur plusieurs années des reliquats sur plusieurs parcelles. S'il fallait faire toutes les parcelles d'un territoire donné, il faudrait beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Faut se le dire aussi. Ok, merci. Oui, peut-être pour compléter aussi, je ne sais pas ce que vous entendez par parcelle à risque. Après, il y a d'autres. Bon, là, moi, ce que je vous ai présenté, c'était enfin, des histoires de pratiques à la parcelle. Quand on a des régions avec des bétoirs, par exemple, eh ben, il y a peut-être d'autres, enfin, des aménagements particuliers à mettre en place. Si parcelle à risque, ça signifie des parcelles avec des RDD forts, eh ben, oui, c'est peut-être avec ces agriculteurs qu'il faut travailler. Enfin, c'est aussi finalement avec ces agriculteurs qu'il faut travailler pour ben, comprendre ce qu'il en est et essayer de faire diminuer ce reliquat. Après, les cartes, en fait, les cartes de reliquat, par exemple, ça revient aussi à diffuser les résultats de chacun à tous. Et ça peut aussi compliquer un petit peu nos affaires de dynamique collective, dans la mesure où certains peuvent se sentir montrés du doigt. Dans les résultats que je vous ai présentés, je n'ai pas insisté dessus, mais les parcelles sont anonymes et on ne montre à chaque agriculteur que les siennes. Il ne sait pas où sont, enfin, qui sont les résultats de ses voisins, quoi. Où sont ses voisins. Ok, merci beaucoup. Dans le chat, il y a plein de questions. Il y a notamment des questions autour de l'épandage. Et je voudrais soumettre à tous, y compris aux personnes de la première série d'exposés, les questions suivantes, c'est-à-dire on se rend compte qu'on valorise de mieux en mieux les effluents organiques et ce qui permet de mettre moins d'engrais de synthèse au printemps. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ça ne va pas entraîner des risques accrus, même si ça présente des intérêts par ailleurs, au sens où plus on apporte à l'automne ou en été, parce que l'organique est souvent appliqué en été, en automne, plus on apporte à proximité de la période de lessivage. Et finalement, est-ce qu'on n'accroît pas les risques en valorisant de mieux en mieux ces matières organiques? Alors, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas intéressant, mais est-ce qu'il ne va pas falloir être vigilant avec le développement de l'usine des matières organiques en été, en automne, et notamment avec les méthaniseurs? Je me sens à l'aise pour répondre à cette question, si je peux. Florian. Je me sens à l'aise parce qu'on a 8 années d'expérience avant d'utiliser des fumiers et on était toujours obligé de ramener de l'engrais minéral dessus. Et en fait, le problème, c'est pas c'est pas la période, c'est pas la quantité d'azote, mais le vrai problème, déjà, c'est la forme de l'azote et c'est surtout la météo qu'il y a derrière. Et souvent, en fait, avec les matières organiques, on n'a pas d'azote on n'a pas de nitrate dedans. Du coup, ça vient se minéraliser gentiment dès qu'il y a de l'humidité et de la chaleur. Et du coup, pour gérer le problème, en fait, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une plante qui soit là pour absorber, en fait, et pour produire au moment où l'azote, en fait, est minéralisé, quoi.
Et le vrai problème des azotes minérales, en fait, c'est que souvent, ils sont épandus au printemps et des grosses quantités. Donc, le fractionnement est de plus en plus de rigueur. Mais le problème, c'est que le fractionnement, il induit aussi des apports très, très tardifs en saison. Quand je dis tardif, en saison, c'est avril, mai, juin. Et du coup, s'il n'y a pas d'eau, en fait, pour minéraliser ces apports-là et pour les rendre assimilables par les plantes, bah, du coup, ça fait des gros flushs d'azote qui sont présents. C'était l'objet, justement, de mon intervention, le commentaire que j'ai fait dans les mails, c'est-à-dire que souvent, en fait, à force de fractionner et à force de rapporter du minéral, en plus, si derrière on a des repousses de colza qui sont jaunes, bah, du coup, au mois d'octobre, en fait, quand les cultures seront, il fera un peu plus frais, mais il fait encore chaud, ça minéralise, les cultures sont un peu au ralenti, et du coup, on a 100, 200 unités qui arrivent dans le système, et du coup, c'est là qu'il y a de l'humidité, et vu qu'il n'y a pas de racines et de plantes vigoureuses pour pomper, bah, du coup, c'est là qu'on a des fuites, en fait. Alors que si on met 30 tonnes de fumier ou même 50 tonnes de fumier, j'exagère, hein, mais en septembre, en fait, l'azote ne sera pas disponible pendant l'hiver. L'azote, elle sera disponible gentiment tout au long de l'hiver et au long de l'année, quoi. Elle va se minéraliser progressivement, quoi. Il suffit qu'il y ait encore en plus beaucoup de carbone présent dans le sol. Le carbone capte aussi de l'azote pour en faire du complexe argilo-humique, quoi. Et du coup, s'il y a un accroissement de carbone, de stockage de carbone dans le sol, qu'il y a des plantes qui sont là pour pomper, en fait, il faut justement mettre la matière organique à l'automne et pour se passer justement des apports minéraux de printemps qui ne sont pas maîtrisés, quoi. Ils sont maîtrisés dans les systèmes avec irrigation parce que du coup, il y a de l'eau et les cultures elles produisent, mais dans les systèmes non irrigants, en fait, comme en ce moment avec les sécheresses consécutives, ça devient vraiment risqué en fait d'épandre au printemps, quoi. Donc, voilà. Mais vous avez déjà fait des mesures d'azote potentiellement lessivables ou de reliquat après des apports organiques Tout à fait. en été Donc, et en automne? Alors nous, on travaille que par... en fait, on mesure pas les ruisseaux, hein, ça va faire, mais on fait que des reliquats, justement, quoi. Et du coup, nous, ce qu'on surveille, c'est comme j'ai entendu lors de la présentation, la descente des reliquats, quoi. C'est-à-dire qu'un reliquat, il est bon seulement si dans les 30 premiers centimètres, et un reliquat à 90 centimètres, c'est un vrai problème, quoi. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure les reliquats, justement, étalés dans la saison. C'est-à-dire que la majorité des agriculteurs, eux, ils surveillent les reliquats qu'en sortie d'hiver. Nous, pour être franc, on a arrêté les reliquats de sortie d'hiver. En ce moment, on fait des reliquats en entrée d'hiver et des reliquats après, en période de végétation, c'est-à-dire au mois de mai. Pourquoi on a arrêté les reliquats en sortie d'hiver? C'est que les reliquats en sortie d'hiver, ils traduisent l'azote qui a été minéralisé pendant l'hiver et qui n'est pas absorbé. Et souvent, on n'avait rien en reliquat. Et du coup, on n'arrive pas à gérer notre plante fumure avec ça. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est les reliquats en entrée d'hiver, pour la simple et bonne raison que c'est les reliquats en entrée d'hiver qui vont être derrière lessivés, quoi. Et du coup, j'ai apprécié la présentation justement sur la gestion des reliquats. Et du coup, il y a un bon facteur aussi d'appréciation de si l'azote est perdu ou pas, c'est la croissance des plantes et la production des plantes, quoi. Parce que si on ramène de l'azote au système et qu'il n'y a pas de production, on peut être sûr qu'il y a de la fuite. Mais s'il y a de la production qui est en face, de grains, pas que de grains, mais de volume, de matière sèche globale à l'hectare, bah, du coup, on peut dire que l'azote va être géré. Si je prends l'exemple de l'année 2021, qui a été une année très pluvieuse, hein, donc moi je disais dans ma présentation qu'on a 400 mm en 2021, on en a reçu plus de 800, quoi. Et bah, du coup, les prairies, en fait, qui habituellement font 5-6 tonnes de matière sèche, en 2021, elles en ont fait 15. Pourquoi elles en ont fait 15? C'est parce qu'on a apporté ce qu'il fallait et qu'elles étaient poussantes. Et du coup, une prairie à 15 tonnes de matière sèche, si on fait le bilan azoté total, je me suis amusé à le faire, hein, elle a absorbé plus de 450 unités d'azote, alors qu'on en a rapporté que 180 dessus. Donc, résultat des courses, elle a pompé tout ce qu'elle pouvait pomper parce qu'elle avait de l'eau pour le faire, quoi. Alors qu'une prairie qui produit que 4 tonnes de matière sèche, où on va apporter ces 180 unités d'azote, bah, du coup, on peut être sûr que s'il y a une grosse pluie et que la prairie n'est pas poussante, bah, qu'il y aura de la perte d'azote, quoi, en fait. Ok, coup, merci. On arrête là les questions. Mathilde, je crois, parce que je vois l'heure qui tourne, il faut qu'on passe au débat général. Oui, il faut qu'on conclue plutôt. Oui. Voilà, je crois que le débat général, on avait un petit peu prévu qu'il serait excusé, que les discussions dans les sessions seraient suffisamment fournies. Et donc, du coup, je propose qu'on arrête là, sauf s'il y a vraiment une question brûlante, mais comme on a terminé, il est 16 heures. Donc, juste un point pour vous remercier les intervenants, surtout pour vos interventions qui étaient riches et intéressantes. Les animateurs aussi, et puis à vous tous pour votre participation. Et puis simplement pour vous rappeler que ce n'est pas tout à fait fini, c'est qu'on a encore le cycle des webinaires qui se poursuit et on a encore 2 thématiques qui seront abordées, alors on l'espère dès l'automne. Donc alors soit la thématique d'accompagnement formation,
avec la question comment lever les réticences au changement et comment accompagner l'évolution collective au sein du territoire, même si aujourd'hui il y avait quelques éléments là-dessus. Et puis aussi une autre thématique sur les solutions techniques de la logistique, comment concevoir et organiser des filières territorialisées de gestion, transformation, utilisation des déchets, sous-produits, coproduits organiques en vue de leur valorisation sociétalement acceptable. Là aussi, on a déjà commencé à aborder les choses, mais ça fera l'objet de webinaires spécifiques. Donc, merci à tous et à bientôt pour d'autres webinaires. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.